Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 47 ans. Et pendant plus de 15 ans, j'ai maintenu un système debout sans jamais en faire partie officiellement. Quand ils ont décidé de me remplacer, personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a expliqué pourquoi. Un matin, j'ai simplement compris que je n'étais plus nécessaire. Pas inutile. Juste, remplaçable. Plus pratique. Plus silencieuse. Moins coûteuse. Et ce jour-là, au lieu de me défendre, au lieu de me justifier ou de protester, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais rien dire. Je n'allais pas prévenir. Je n'allais pas réparer une dernière fois ce que j'avais passé des années à protéger. J'allais les laisser découvrir seuls ce que signifiait réellement mon absence. Pendant 15 ans, j'ai été la mémoire vivante de cette entreprise. Pas la vitrine. Pas la voix qui parle en réunion. Mais celle qui savait. Je savais quels clients acceptaient un retard et lesquels le vivaient comme une trahison. Je savais quels partenaires fermaient les yeux, et jusqu'à quand. Je savais quelles décisions étaient officiellement stratégiques et lesquelles n'étaient que des pansements sur des erreurs mal assumées. Tout cela n'était écrit nulle part. C'était inscrit dans l'expérience. Dans l'observation. Dans les silences. Et pourtant, un jour, ils ont décidé que quelqu'un d'autre ferait l'affaire. Ils ont choisi Julien. Julien était compétent. Sérieux. Bien intentionné. Il suivait les procédures à la lettre. Et c'est précisément pour cela qu'ils l'ont choisi. Julien ne posait pas de questions inconfortables. Il n'avait pas encore appris à lire entre les lignes. Il faisait ce qu'on lui demandait. Et dans leur esprit, c'était suffisant. Quand on m'a convoqué dans cette salle de réunion aux parois vitrées, tout était déjà décidé. Laurent, mon supérieur, avait cette voix calme qu'il utilise quand il veut donner l'illusion de la bienveillance. Il a parlé de réorganisation, de nouvelles dynamiques, de profils plus adaptés aux priorités actuelles. Il a même ajouté que ce n'était rien de personnel. Je l'ai regardé sans ciller. J'ai souri. J'ai signé. Ils ont cru que j'allais partir en silence, avec reconnaissance. Ils ont cru que ma dignité signifiait mon acceptation. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma dignité n'était pas une soumission. C'était un retrait. Les premières semaines après mon départ, tout a semblé fonctionner. Laurent s'est félicité de sa décision. Il parlait des R9. De nouvelle énergie. Personne ne prononçait mon nom. Comme si j'avais cessé d'exister. Mais un système ne s'effondre jamais immédiatement. Il commence par perdre ses micro-équilibres. Un email resté sans réponse. Un appel reporté. Une promesse implicite oubliée. Julien faisait de son mieux, mais Julien ne connaissait pas les gens. Et dans ce milieu, ce ne sont pas les règles qui comptent, ce sont les personnes. Il ne savait pas qu'un certain client interprète le silence comme du mépris. Il ne savait pas qu'un autre n'attend pas une solution, mais un signe de considération. Il appliquait la procédure. Moi, j'avais appris l'humain. Un jour, un client important est parti. Sans colère. Sans scandale. Un simple message. Nous avons décidé de poursuivre ailleurs. Laurent a parlé de contexte économique. Mais dans le bureau, le silence avait changé de nature. C'est Nadia qui m'a écrit la première. Nadia travaillait encore là-bas. Elle avait toujours été loyale. Trop loyale peut-être. Camille, tout devient compliqué. Tu pourrais juste répondre à une question ? Je n'ai pas répondu. Parce qu'une question en amène toujours une autre. Parce que répondre, c'est rouvrir une porte que j'avais enfin fermée. Les semaines ont passé. Les problèmes ont cessé d'être discrets. Les tensions sont devenues visibles. Laurent s'énervait plus vite. Les réunions s'allongeaient. Les décisions étaient repoussées. Quand la peur entre dans un système, l'intelligence en sort. Julien a commencé à douter. Il travaillait plus tard. Il parlait moins. Nadia m'a écrit. Julien ne dort plus. Et là, j'ai compris une chose essentielle. Il ne voulait pas me remplacer. Il voulait mon travail sans moi. C'est à ce moment-là que Laurent m'a contacté directement. Un message court. Poli. Camille, nous aurions besoin de ton expertise. Juste un échange rapide. Je n'ai pas répondu. Puis un autre message est arrivé. Plus pressant. Puis un troisième. Plus direct. Ils appelaient cela de l'aide. Mais ce n'était pas de l'aide. C'était une tentative de récupération. Ils ne regrettaient pas de m'avoir écarté.
Il regrettait seulement que le système ne fonctionne plus sans moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans culpabilité. Après mon départ, le temps n'a pas ralenti. Il a simplement cessé de m'appartenir. De mon côté, les journées sont devenues plus calmes. Pas vides. Calmes. Et j'ai compris très vite que le calme dérange davantage qu'un conflit. Car le conflit nourrit l'illusion du contrôle. Le calme, lui, oblige à regarder le vide. Chez eux, ce vide grandissait. Laurent a commencé à perdre ce qu'il maîtrisait le mieux, le rythme. Avant, il décidait vite. Il tranchait. Il imposait. Désormais, chaque décision semblait lourde, risquée, presque dangereuse. Il consultait davantage, mais n'écoutait pas plus. Les réunions se multipliaient sans produire de réponse. On parlait beaucoup. On avançait peu. Julien était au centre de tout cela. On lui avait confié un rôle qu'il n'était pas censé porter seul. Pas par incompétence, mais par ignorance. Il ne savait pas que certaines urgences n'apparaissent jamais dans les tableaux Excel. Il ne savait pas que certains silences sont plus pressants que les mots. Il suivait les règles, et c'est précisément ce qui le mettait en danger. Un matin, un partenaire historique a appelé. Il voulait parler à la personne habituelle. On lui a répondu que cette personne n'était plus là. Il a raccroché sans colère. Ce genre de raccrochage est toujours mauvais signe. 2 jours plus tard, le contrat était suspendu. Laurent a frappé du poing sur la table. Il a demandé des comptes. Il a exigé des explications. Julien a tenté de justifier, d'expliquer, de contextualiser. Mais Laurent ne cherchait pas une analyse. Il cherchait une cible. Et Julien était la plus proche. Nadia m'a écrit ce soir-là. L'ambiance est devenue irrespirable. Je n'ai toujours pas répondu. Parce que répondre, cette fois, aurait été une trahison envers moi-même. J'avais déjà compris ce que Nadia n'osait pas encore formuler. Ce système ne demandait pas de l'aide. Il demandait un sacrifice. Les jours suivants, Laurent a changé de stratégie. Il est passé de l'autorité à la séduction. Un email plus long, plus travaillé, est arrivé dans ma boîte personnelle. Il parlait de reconnaissance. Il parlait de tout ce que j'avais apporté. Il parlait de regrettables malentendus. Puis il a glissé l'essentiel. Une mission de conseil. Rémunérée. Limitée dans le temps. Il ne voulait pas que je revienne. Il voulait que je stabilise, que je répare, que je transmette, puis que je reparte. C'était la confirmation ultime. Je n'avais jamais été considérée comme une personne, mais comme une fonction. J'ai relu ce message plusieurs fois. Pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais être sûre de ne rien ressentir. Ni colère, ni revanche. Juste une clarté presque froide. J'ai fermé l'email sans répondre. Ce silence-là a eu plus d'effet que n'importe quel refus. À l'intérieur, la situation a commencé à se fissurer ouvertement. Julien a fait une erreur que personne n'a corrigée à temps. Pas une faute grave. Une erreur humaine. Mais dans un système fragilisé, les erreurs humaines deviennent des preuves. La preuve qu'on ne maîtrise plus rien. Laurent a élevé la voix. Puis encore. Les murs ont commencé à retenir les cris. Nadia a cessé de déjeuner avec ses collègues. Elle mangeait à son bureau. Elle travaillait plus. Dormait moins. Et pour la première fois, elle m'a écrit non pas pour le travail, mais pour elle. Camille, je crois que je ne vais pas tenir. Cette phrase m'a traversée. Parce que Nadia disait enfin ce que j'avais mis des années à comprendre. Tenir n'est pas toujours une vertu. Je l'ai appelée. Pour la première fois. Nadia a pleuré. Pas longtemps. Mais sincèrement. Elle ne m'a pas demandé de revenir. Elle m'a demandé comment j'avais fait. Comment j'avais su partir sans m'effondrer. Je lui ai dit la vérité. Je n'ai pas su. J'ai juste arrêté avant de me perdre complètement. Quelques jours plus tard, Julien a posé sa démission. Ce geste a été un choc. Pas parce que Julien était irremplaçable. Mais parce que son départ disait quelque chose que Laurent refusait d'entendre. Le problème n'était pas les individus. Le problème, c'était le système. Julien est parti en silence. Sans discours. Sans règlement de compte. Et ce silence-là a été assourdissant. Laurent a compris qu'il n'avait plus beaucoup d'options. Il a tenté une dernière approche. Plus directe. Plus personnelle. Camille, parlons-en. Face à face.
Ce message n'avait plus rien de stratégique. Il avait quelque chose de presque humain. Mais je savais que l'humanité arrivait trop tard. Quand elle arrive uniquement quand tout s'effondre, elle n'est plus une valeur. Elle devient un outil. Je n'ai pas accepté le rendez-vous. À ce stade, ce n'était plus une question de choix. C'était une question de survie intérieure. Nadia a quitté l'entreprise à son tour. Elle m'a prévenu après coup. Elle ne demandait plus rien. Elle informait simplement. Comme on le fait quand on se respecte enfin. Sans Nadia, sans Julien, sans moi, le système n'avait plus de mémoire, plus de relais, plus de tampons. Il ne restait que des procédures et de la peur. Et la peur ne fait jamais tenir un édifice bien longtemps. Il y a un moment précis où un système comprend qu'il ne peut plus se sauver lui-même. Ce moment n'est pas bruyant. Il ne ressemble pas à une explosion. Il ressemble plutôt à un ralentissement étrange. Les réponses arrivent trop tard. Les décisions deviennent hésitantes. Les gens évitent de se regarder dans les yeux. C'est à ce moment-là que tout devient irréversible. Sans Julien, les dossiers ont commencé à s'accumuler. Sans Nadia, il n'y avait plus personne pour amortir les tensions humaines. Et sans moi, il n'y avait plus de mémoire. Plus personne ne se souvenait pourquoi certaines décisions avaient été prises ainsi, pourquoi certains clients exigeaient un traitement particulier, pourquoi certains compromis existaient. Laurent essayait de reprendre la main. Il multipliait les réunions, les plans, les annonces internes. Il parlait de phase transitoire. Il parlait de réajustement. Mais personne n'y croyait vraiment. Parce qu'au fond, tout le monde savait, ce n'était pas une phase. C'était une conséquence. Les clients le sentaient aussi. Un partenaire historique a demandé un audit. Un autre a exigé des garanties écrites. Un troisième a simplement cessé de répondre. Quand un client cesse de répondre, ce n'est pas de l'indifférence. C'est un départ déjà acté. Un jour, j'ai reçu un message inattendu. Il venait d'un ancien client, quelqu'un avec qui j'avais travaillé étroitement pendant des années. Il ne m'écrivait pas pour me proposer quoi que ce soit. Il m'écrivait pour comprendre. « Camille, est-ce que vous êtes toujours impliquée avec eux ?» Cette question m'a frappée. Parce qu'elle révélait une vérité simple. Pour certains, l'entreprise et moi étions indissociables. Pas officiellement. Mais dans la réalité vécue. J'ai répondu honnêtement. Non. La réponse qui est arrivée quelques heures plus tard était courte. Je comprends. Rien de plus. Mais ce je comprends disait tout. À l'intérieur, Laurent a commencé à perdre son calme. Pas celui qu'il affichait. Celui qu'il contrôlait vraiment. Il devenait imprévisible. Un jour conciliant, le lendemain agressif. Ce genre de comportement détruit la confiance plus vite que n'importe quelle mauvaise décision. Les collaborateurs encore présents se sont mis à chercher ailleurs. Certains en silence. D'autres plus ouvertement. Les départs se sont enchaînés. Pas massifs. Progressifs. Mais constants. C'est ainsi que les organisations meurent, non pas par une fuite spectaculaire, mais par une érosion lente. Laurent a fini par comprendre qu'il n'avait plus de solution interne. Alors il a fait ce qu'il aurait dû faire plus tôt. Il a regardé en arrière. Mon nom a recommencé à circuler. D'abord discrètement. Puis ouvertement. Pas comme une nostalgie. Comme un constat. Avant, ça fonctionnait. Avant, il y avait Camille. Mais ce « avant » ne pouvait plus être restauré. Un soir, Laurent m'a écrit à nouveau. Ce message était différent de tous les autres. Il n'y avait ni stratégie, ni tentative de négociation. Juste une phrase. Je crois que nous avons fait une erreur. Je l'ai lu plusieurs fois. Non pas pour savourer quoi que ce soit. Mais parce que cette phrase marquait la fin d'un cycle. Reconnaître une erreur n'efface pas ses conséquences. Cela les rend seulement visibles. Je n'ai pas répondu. Parce qu'à ce stade, répondre aurait été inutile. Le système ne cherchait plus à être sauvé. Il cherchait à être compris. Et moi, je n'avais plus besoin de comprendre quoi que ce soit. À ce moment précis, quelque chose a changé en moi. Pas un soulagement. Pas une victoire. Une séparation nette. Définitive. J'ai compris que je n'étais plus lié à cette histoire. Que ce qui s'effondrait ne m'appartenait plus. Les semaines suivantes ont confirmé ce que tout le monde redoutait. Des projets annulés. Des budgets gelés. Des restructurations annoncées. Laurent est devenu silencieux.
Étrangement calme. Comme quelqu'un qui a cessé de lutter contre un courant trop fort. J'ai appris par hasard que l'entreprise allait réduire drastiquement ses activités. Rien d'officiel encore. Mais les signes étaient là. Et cette fois, ils étaient irréversibles. Un jour, Nadia m'a appelé. Elle allait bien. Mieux, même. Elle avait retrouvé une énergie que je ne lui connaissais plus. Elle m'a dit quelque chose de simple. Je comprends maintenant pourquoi tu es parti. Cette phrase m'a ému plus que toutes les excuses possibles. Parce qu'elle ne demandait rien. Elle constatait. Le système continuait de tomber, lentement. Et personne ne courait plus pour le retenir. Parce qu'il n'y avait plus rien à sauver. Et moi, pendant ce temps, j'ai commencé à vivre autrement. Pas spectaculairement. Mais honnêtement. J'ai cessé de me définir par ce que je réparais. J'ai cessé d'être indispensable. Et c'est peut-être cela, la vraie liberté. La fin n'est jamais aussi spectaculaire qu'on l'imagine. Elle ne ressemble pas à une chute brutale, ni à un effondrement soudain. Elle ressemble plutôt à une fatigue générale. À une résignation collective. À un moment où plus personne ne se demande comment sauver, mais seulement comment sortir. L'entreprise n'a pas fermé du jour au lendemain. Elle s'est vidée. Les bureaux sont devenus plus calmes. Les couloirs plus longs. Les réunions plus courtes. Les décisions, elles, ont cessé d'avoir un impact réel. On décidait pour décider. On agissait pour donner l'illusion du mouvement. Mais au fond, tout le monde savait, quelque chose d'essentiel avait disparu. Laurent était toujours là. Physiquement. Mais l'homme qui imposait, qui contrôlait, qui parlait fort, n'existait plus. Il avait perdu ce qui lui donnait de la consistance, la certitude. Quand un dirigeant doute en silence, toute la structure tremble. Les derniers clients importants sont partis sans colère. Sans accusation. Ils ont simplement expliqué qu'ils ne retrouvaient plus l'esprit d'avant. Cet esprit n'avait jamais été un concept. C'était une présence. Une continuité. Une cohérence invisible. C'était moi. Je n'ai jamais reçu de message officiel annonçant la fin. J'ai appris les choses par fragments. Une conversation indirecte. Un email transféré par erreur. Une phrase entendue au détour d'un appel. L'entreprise se repliait sur elle-même. Réduisait ses activités. Fermait certaines branches. Ce n'était plus une organisation en croissance. C'était une structure en survie. Un matin, j'ai reçu un dernier message de Laurent. Il n'y avait plus de tentatives. Plus de justifications. Plus de stratégie. Seulement ces mots. Camille, tu avais raison. Nous avons cru qu'un système pouvait fonctionner sans sa mémoire. Nous avions tort. J'ai lu ce message lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti de fort. Pas de satisfaction. Pas de tristesse. Pas de revanche. Juste une forme de paix. Parce que cette reconnaissance arrivait trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais suffisamment tôt pour me libérer complètement. Je n'ai pas répondu. Il y a des silences qui ne sont pas des fuites. Ce sont des conclusions. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais pas quitté un travail. J'avais quitté un rôle. Pendant des années, j'avais été celle qui compense, qui anticipe, qui amortit. Celle qui rend possible ce qui ne devrait pas l'être. Celle qui tient un édifice malgré ses fissures. Et un jour, j'ai arrêté. Non par colère. Non par vengeance. Mais par lucidité. Les systèmes qui tiennent uniquement grâce à une personne sont déjà fragiles. Ils ne le savent juste pas encore. Quand je repense à Julien, à Nadia, même à Laurent, je ne ressens plus rien de dur. Je les vois comme des individus pris dans une mécanique plus grande qu'eux. Une mécanique qui valorise le sacrifice silencieux et méprise la limite. Aujourd'hui, ma vie est plus simple. Je ne suis plus indispensable. Je suis juste entière. Je travaille encore. Je m'investis. Mais je ne me dissous plus. Je ne confonds plus loyauté et effacement. J'ai appris à reconnaître les endroits où ma présence est accueillie, et ceux où elle est seulement exploitée. Ce que j'ai vécu m'a appris une chose essentielle. Quand votre valeur n'apparaît qu'au moment où vous partez, ce n'est pas de la reconnaissance. C'est de la dépendance tardive. Ils m'ont remplacée parce que j'étais trop stable. Trop solide. Trop silencieuse. Ils ont cru que mon calme signifiait que je pouvais être déplacée sans conséquence. Ils se sont trompés.
Car certains piliers ne font pas de bruit. Ils soutiennent jusqu'au jour où ils se retirent. Et quand ils se retirent, tout ce qui tenait grâce à eux doit enfin affronter la réalité. Je n'ai pas détruit ce système. Je l'ai simplement laissé vivre sans moi. Et parfois, le plus grand acte de respect envers soi-même, c'est de cesser d'être ce qui empêche les autres de voir la vérité.